Alors, est-ce que déjà vous avez des questions avant qu'on commence, des questions perso ou des questions sur n'importe quel domaine? Comme ça, on va déjà commencer de cette façon-là. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait euh, qui c'est qui m'a posé pas mal de questions. Stéphanie, tu as une question que tu m'as posée ce matin. Je t'ai dit je te répondrai pendant le live parce qu'elle est super intéressante. Et alors, du coup, on y va? Est-ce que vous avez déjà des questions? Non, déjà, comme je disais tout à l'heure, je vais le répéter pour les gens qui sont arrivés. Pour les gens qui arrivent, j'ai à 18h30, j'ai un de mes clients que je coach depuis un petit moment qui est kiné, qui va nous rejoindre. Et donc, du coup, comme quand même pas mal de gens peuvent être embêtés avec des douleurs comme des tendinites, je vais demander de faire une petite intervention dessus. En plus de ce que vous connaissez déjà, ce que je vous ai dit, d'un point de vue d'un kiné, ça peut être intéressant. Comme ça, à chaque live, on fait intervenir quelqu'un ou on parle d'un autre sujet. Alors, pas de questions de suite. Franchement, soyez pas timide, hein. Vous prenez la parole ou vous m'écrivez. Ah, j'ai 2 ans. Pense enregistrer. Ok, ok. On va commencer. Je pense que c'est bon. Ok. Alors, j'avais une question. Stéphanie, en fait, tu m'as posé une question sur le déficit calorique. Est-ce qu'il faut Mhm. être ouais, obligatoirement. Alors, si je réponds pas totalement à la question, ou si vous voulez compléter la question, ensuite, vous me le dites. Donc, la question, c'était, est-ce qu'il faut être obligatoirement en déficit calorique pour perdre du poids? Alors, en vrai, oui. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est la loi de la thermodynamique, en fait. Rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, si tu veux perdre du poids, il faut que tu transformes cette énergie, d'accord, ce gras en énergie, et tu vas l'évacuer par la transpiration, très peu, par la respiration et par l'effort. D'accord? Donc ça, c'est obligatoirement, pour perdre du poids, tu es obligé d'être en déficit calorique. D'accord? Donc après, il faut bien comprendre que tu as des phases, ce qu'on appelle de catabolisme, d'accord? Quand tu manges moins que ce que tu dépenses, et des phases d'anabolisme dans la journée. D'accord? Ça va se succéder. Si on veut perdre du poids durablement, il faut maximiser nos phases de catabolisme, donc de déficit calorique, et du coup réduire nos phases d'anabolisme. Donc en général, quand tu vas manger, tu vas plutôt être en phase d'anabolisme. Et quand tu vas ne pas avoir mangé ou que tu vas faire du sport, tu vas plutôt être en phase de catabolisme, donc en phase de perte de poids. Est-ce que c'était ça exactement la question que tu avais? Alors, oui, sur une partie de ma question. La seconde, c'était aussi, donc tant que tu es en déficit calorique, sur le temps, enfin, sur plusieurs mois, donc tu perds du poids. Mais ça veut dire que ton corps, s'habitue aussi à ce déficit calorique. Ça veut dire aussi que, bah, tu continues à perdre du poids, sur les mois, ça OK. Mais est-ce qu'à un moment donné, parce que tu n'es pas fatigué, au contraire même d'ailleurs, Ouais. avec l'activité sportive, tu te sens bien, tu te sens plutôt en forme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton corps, il va s'arrêter de perdre du poids tout seul. Et combien de temps, en fait, tu vois, ce déficit calorique, en fait, il faut le laisser en place? Ou est-ce que, bah, comme de toute façon, on fonctionne bien avec ce déficit calorique, il faut rester comme ça et c'est comme ça que notre corps fonctionne bien? Oui. Je sais pas si j'étais très claire. Pour la majorité des gens, je vais mettre Ouais. juste, mettez juste votre micro en poste. Hop. Mets ton micro. Voilà. En fait, pour la majorité des gens, quand même, aujourd'hui, la majorité des gens que je coach, c'est en 80%, 90% des gens, vous êtes en perte de poids. Souvent, on est quand même sur Ouais. des pertes de poids qui sont assez importantes, en Mmh. minimum 10 kilos et maximum 30. Donc, c'est sûr que Ouais. pour perdre tout ce poids, il faut mettre en place un déficit qui va être assez prolongé. Oui. J'accepte juste. Donc, ça veut dire qu'en général, tu vois, pour perdre 1 kilo, il faut dépenser 8 000 calories de plus que ce que tu manges. D'accord? Ça représente en D'accord. énergie à peu près 7 000 calories. Donc, toi, si tu as des dizaines de kilos à perdre, tu vas être Mmh. obligé d'être en déficit pendant très longtemps. Pourquoi? Même en déficit calorique, finalement, pour la plupart des gens, t'es pas spécialement fatigué et tu es plutôt en forme. Mais parce que tu as Oui. compensé par un meilleur sommeil, par une meilleure digestion. Attends, mettez-vous en mute ceux qui sont. Ouais. Euh, ouais, c'est bon pour tout le monde entend? Donc, on en était. Je crois que je peux mettre en mute s'il y a quelqu'un qui est pas en mute. Mettez-vous en mute, comme ça c'est plus simple s'il vous plaît. Donc, où c'est qu'on en était? Sur, Stéphanie, tu me disais, ouais, donc sur une phase de perte de poids de 30-40 kilos, il va falloir que tu restes en déficit pendant un certain temps. Ça, c'est clair. Mais une fois que tu as atteint ton poids de forme,
Bah, en fait, tu vas mettre en place, tu vas annuler ce déficit. En tout cas, tu vas essayer de stabiliser par un apport en calories supérieur ou peut-être par une réduction de ton activité au quotidien, de ton cardio si t'en fais un peu plus. Ok. Du coup, ta vraie question, c'était quoi exactement, Stéphanie? Et bah, c'est ça, c'est à quel moment, enfin, ou pas à quel moment, c'est comment, ton corps, réagit. Bon, par exemple, moi, j'ai perdu quand même pas mal de poids. Ouais. Je me dis: «Si je Une dizaine en continue 4 mois, comme c'est ça? ça, je vais continuer à perdre jusqu'où, en fait, je vais continuer à perdre?» Est-ce qu'à un moment Ouais, donné, ton jusqu'à temps corps, que il tu le souhaites, réagit? en fait. Non, mais Ouais, jusqu'à temps que voilà, tu le c'est souhaites. ça. Ouais, Évidemment, en fait, il n'y a pas de poids de forme. En fait, ouais, on pense avoir un poids de forme si tu arrêtes de manger complètement pendant des années, bah, tu vas maigrir et tu vas faire 20 kilos. Et tu ouais, vas mourir. ouais. D'accord? Après, il y a deux choses. C'est qu'à un moment, bah, tu vas atteindre un poids qui te permet d'être en bonne santé, d'être suffisamment forte, d'avoir suffisamment d'énergie, d'accord, et de te sentir bien dans ton corps. On va dire que Mmh. c'est surtout un ratio entre ta masse musculaire et ta masse grasse. Parce que à partir du moment où ta masse grasse elle va être trop basse, tu vas avoir une défaillance au niveau hormonal, manque d'énergie. Donc ça sert à rien de descendre trop bas non plus. Ok. Ah oui, d'accord, ouais. OK. Et après, ça dépend aussi ce qu'on souhaite comme type de physique. Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, une fois que tu arrives dans cette phase-là, bah, tu vas commencer à relancer un peu plus de calories, à manger un peu plus de calories pour te permettre de stabiliser le poids tout simplement. Et du coup, ça va donner plus d'énergie. Donc, ce qui va se passer, c'est que bah, naturellement, ton métabolisme il va s'adapter très vite, hein, il va s'adapter à ça. Ouais, Et en plus de ça, tu vas pouvoir t'entraîner plus dur, plus fort. Tu vas être moins d'accord, fatigué. Donc, en fait, ce que tu vas commencer à manger, bah, tu vas le dépenser un peu plus et au final, ainsi de suite. Et finalement, tu vas te retrouver avec beaucoup plus de calories progressivement. d'accord, D'accord. ouais, OK. Tout simplement. Voilà. Et après, bah, il y Parfait. a des gens qui souhaitent, par exemple, atteindre un meilleur niveau en masse musculaire ou en performance. Et donc, du coup, ils vont switcher de passer du déficit à l'excédent. Comme ça, ils vont avoir Mmh. beaucoup plus d'énergie. Comme on se rappelle des phases que je viens d'expliquer, des phases de catabolisme et d'anabolisme. Donc, Mmh. optimiser les phases d'anabolisme, particulièrement autour de l'entraînement, pour pouvoir s'entraîner plus fort et avoir de meilleurs résultats sur le développement musculaire, par exemple. Mais c'est aussi bien pour une femme que pour un homme. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'un homme, lui, va chercher à développer beaucoup plus de masse musculaire, mais une femme aussi, et comme c'est beaucoup plus difficile pour une femme, il faut qu'elle accepte d'être en excédent. Mais attention, être en excédent, c'est pas nécessairement manger. Attends, mets-toi en mute. C'est pas nécessairement manger à fond n'importe quoi et reprendre du poids. C'est d'arriver à bien équilibrer pour avoir juste ce qu'il faut, pour avoir de l'énergie pour stimuler et ensuite avoir de l'énergie pour mieux construire. Ok. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on approfondisse ça? Ok, j'avais une autre question. Alors, le sport, la musculation, il faut bien comprendre. La question, elle était pourquoi en musculation, c'est un peu contre-intuitif par rapport à d'autres disciplines. La musculation, c'est vrai que c'est contre-intuitif par rapport à d'autres sports. Parce que quand je vous dis, en fait, ce qu'on recherche en musculation, ça va être de compliquer le mouvement et d'optimiser ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on va chercher, quand on fait un mouvement, de vraiment travailler avec l'activité, avec le muscle. On ne va pas chercher à optimiser le trajet d'un point A à un point B. Par exemple, dans la plupart des sports, si tu cherches à courir ou à te déplacer, à sauter, bah, tu essayes d'être le plus économique possible et le plus explosif possible. D'accord? Bah, pour aller vite et pour te fatiguer le moins possible. En musculation, c'est pas ça qu'on cherche. Quand on cherche à faire un squat, on cherche pas d'aller spécialement d'un point A à un point B. On cherche de mettre de la tension et de la stimulation sur le muscle afin de créer une réponse qui va nous permettre d'être en meilleure santé, de se muscler, de perdre du gras. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu contre intuitif parce que, par exemple, quand tu fais un mouvement, par exemple, de bras, de biceps classique, toi, la plupart des gens, bah, ils vont commencer à basculer parce que automatiquement, ça va être plus économique et ils vont monter la barre plus vite sans effort. Bah, en musculation, non, ce qu'on veut, c'est justement annuler tout ça. C'est vraiment que ce soit que cette zone qu'on cible pour optimiser le travail musculaire. Donc c'est vrai que c'est contre-intuitif par rapport à comment on est fait et comment on est programmé dans la nature pour être le plus économique possible, hein. Tu vas pas chercher à faire un 10 km en courant, en prenant le temps, tout doucement, de poser tes pieds, de contracter le muscle. On va pas faire ça. Allez, il y en a qui sont revenus si vous avez des questions entre-temps. J'ai une question sur pourquoi le fromage blanc ou bien le skyr. C'est quoi la différence entre les deux?
et qu'est-ce qu'il faut mieux utiliser? Les deux sont très bien. C'est la même chose en fait. C'est exactement la même chose, c'est juste le procédé de fabrication. Le skyr, on va le laisser un tout petit peu plus égoutter et du coup, il va perdre plus son eau et il va être plus concentré en produits et en particulier en protéines. Le fromage blanc, bah, on va un peu moins l'égoutter. Alors, lequel utiliser? Bah, en termes de rapport en protéines pour 100 grammes, on va être plus riche sur le skyr. Mais par rapport au prix, quand tu vois le prix pour un tout petit peu plus de protéines, c'est mieux d'aller sur le fromage blanc. Si tu es dans une phase justement de prise de muscle et que tu as du mal à manger de grosses quantités, il y a pas mal de gens que je coach qui ont du mal à manger plus de 3000, 3500 calories. Bah, il faut mieux se concentrer sur ces produits qui sont très denses. Si tu es au régime, ça va plutôt être l'inverse. Ça va être plutôt de prendre du fromage blanc parce que comme il y a plus d'eau dedans, ça va plus te caler. Tu vas avoir moins faim. Donc c'est plus intéressant de prendre du fromage blanc pour ton porte-monnaie et si tu as faim. Et comme la plupart des gens, bah, c'est plutôt pour caler la faim, à part exception, c'est mieux de prendre du fromage blanc. Yes. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres questions? On va. Ah, il y avait pas mal de questions. Donc là, c'était une question un peu nouvelle technologie. À quoi on peut s'attendre dans le futur en termes de technologie pour être en bonne santé et faire du sport? On en a parlé un petit peu avec quelqu'un. Donc en fait, c'est avec peut-être les IA, le transhumanisme, etc. Ce qu'on peut s'attendre, c'est que tu puisses, je dis ça pour rigoler, mais c'est que tu puisses payer quelqu'un, donc ton coach, pour faire du sport à ta place. Donc ça veut dire payer quelqu'un qui va utiliser ton corps pendant que tu dors, avec une connexion neuronale par exemple, ben, pour l'entraîner tout simplement. Ou une machine qui va entraîner ton corps quand tu dors, par exemple. Alors, c'est pas si éloigné, hein, si vous vous intéressez à ce qui se fait, et puis ça peut être des choses intéressantes. Par exemple, pour les gens si on veut voyager dans l'espace, pour entraîner les corps et pour arriver sur Mars et en cas de besoin, bah, être capable de marcher, parce qu'on a du mal encore à maintenir le corps dans l'espace s'il n'y a pas d'activité intense ou s'il n'y a pas la gravité en fait. Donc on peut imaginer que soit quelqu'un, soit une intelligence artificielle, soit une conscience artificielle, pendant qu'on dort, utilise notre corps pour le faire ou à un autre moment pour faire du sport, ou que simplement on s'évade dans la matrice, je sais pas, pour faire autre chose comme lire ou prendre du plaisir pendant ce temps que notre corps, lui, il souffre en silence. C'est une évolution, hein, c'était un peu philosophique. Il y a une question qui vient? Non? Alors, question, est-ce qu'on perd plus facilement l'été du poids? Pour moi, oui. Pour beaucoup de personnes, ça va être le cas. Pour plein de raisons. Alors, l'environnement, il joue énormément. Et quand il fait jour pendant plus longtemps, on a plus tendance à aller bricoler, à marcher et à avoir des journées un peu plus longues. Donc, naturellement, on va sortir davantage, on va dépenser plus de calories. Et ça, c'est vraiment décisif. Ensuite, la chaleur, elle va jouer aussi sur l'appétit. Quand il fait 35-40 degrés, et en France, on a quand même des températures assez élevées, surtout dans le sud de la France, on a rarement envie de faire une raclette ou un repas trop lourd. D'accord? Donc ça va favoriser, on mange moins de calories. Et en plus, bah, les aliments d'été sont souvent plus d'eau, plus gorgés d'eau, plus rassasiants. On va plus boire. Et donc, du coup, bah, en buvant plus, ça va couper l'appétit. Donc, naturellement, l'été, on a plutôt tendance à perdre plus de poids. Sauf quand? Bah, sauf quand on n'a que des apéros de prévus. Donc, si c'est une période qui se prête aux apéros, aux glaces, au restaurant, et donc du coup, automatiquement, ouais, je vois que tu rigoles, mais automatiquement, on peut justement à l'inverse prendre plus de poids pour les gens qui vont boire un verre de rosé tous les soirs ou qui vont faire l'apéro très souvent, qui vont manger plus de calories. Mais même en faisant ça, quand même, ce que je vois par expérience, c'est que même les gens qui vont craquer, enfin, qui vont se faire plaisir un peu plus, même en vacances, bah, ils vont perdre plus de poids parce qu'ils vont plus marcher, plus être actifs, faire du jardin, jouer avec leurs enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ensuite, une question sur la perte de poids et les femmes. Donc, ça concerne les femmes. Mais, euh, mais je ne sais pas si on peut le répondre aussi pour les hommes par la suite. Alors, pourquoi les femmes, elles perdent d'abord plutôt le haut du corps et ensuite plutôt le bas?
C'est vrai, alors la plupart des femmes que je coach, en général, perdent plutôt tout de suite le haut du corps. Tu vas avoir tendance à perdre plus au niveau du ventre, perdre les bras, perdre le dos, perdre un peu partout. Et dans un second temps, commencer à perdre un peu plus le bas. Alors il faut comprendre que tu vas pas perdre que le haut et ensuite que le bas. C'est juste en termes de pourcentage, tu vas perdre un peu plus facilement sur le haut du corps, un peu plus difficilement sur le bas du corps. Dès que ton corps il va commencer à atteindre un certain niveau de perte générale et sur le haut du corps, il va davantage venir puiser dans le bas du corps. D'accord. Ça, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à y faire. D'autant plus que quand vous voyez bien dans vos programmes, pour les femmes, vous avez quand même, on va dire, deux tiers de travail bas du corps, parce que c'est quand même ce qu'on souhaite travailler. C'est aussi une grosse masse musculaire, donc ça donne de meilleurs résultats. Et un tiers seulement sur le haut du corps. Alors, en fait, il y a tout ça, c'est une partie aussi génétique et d'hormones. Il faut bien comprendre que pour euh, l'humain en général, si on doit accumuler du poids, pour survivre à l'hiver, il va falloir qu'on l'accumule en termes de tissu adipeux. D'accord. C'est pour ça qu'on saute du gras. C'est juste pour survivre en cas de défaillance alimentaire. Il est plus facile de stocker au niveau de notre centre de gravité, donc dans le ventre, les hanches, les fesses, et que les bras, les cuisses, les mollets. Imagine bien, ça j'ai sorti cette image à quelqu'un, que si le corps n'était pas bien fait pour stocker correctement, bah en fait tu stockerais, bah imagine dans les avant-bras, dans les mains, dans les pieds, tu serais un peu un bonhomme Michelin, mais en fait tu pourrais plus te déplacer parce que ça serait trop éloigné de ton centre de gravité. Alors tu le vois bien chez des gens qui sont en extrême surpoids, on va stocker bah, un peu partout, hein. Dans un second temps, le corps il commence à stocker dans les bras aussi, dans les jambes, dans les mollets, dans le cou, partout. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Et j'ai aussi une question de réception de. Il y a certains tissus qui vont être plus réceptifs euh, au stockage, et particulièrement à cause des hormones et de la faible circulation sanguine dans ces zones-là. Et en particulier dans les endroits où on est assis dessus toute la journée. Ok. Est-ce que ça vous parle, hein? Enfin, ouais, et là, c'était une question. Quand tu m'as eu au téléphone la première fois, tu m'avais demandé, ça m'avait un peu choqué, mais tu m'avais demandé si j'étais marié et si mon conjoint savait qu'on avait un appel ensemble. Ouais, pourquoi? Bah parce qu'en fait, il faut bien comprendre que pour moi, c'est super important que si je prends quelqu'un en coaching, je sais qu'il va réussir, qu'il est motivé et que je peux vraiment le coacher. Et en fait, je me suis rendu compte que l'entourage, il est super important. Parce que pas mal de fois, je me suis retrouvé avec des gens qui n'étaient pas du tout soutenus dans leur entourage, qui comprenaient pas, les gens de leur entourage comprenaient pas du tout pourquoi ils faisaient ça, pourquoi ils voulaient perdre du poids, pourquoi bah, ils faisaient un peu plus attention à l'alimentation, pourquoi ils faisaient du sport. Et donc, du coup, si autour de toi, les personnes que tu fréquentes le plus, ils te soutiennent pas, ça devient très compliqué d'être en confrontation en tant que coach avec ces gens-là. Et comme je le dis toujours, c'est qu'on est la somme, dans n'importe quel domaine, des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc, si tes amis font tout sportif, ça va être plus simple pour toi d'être la cinquième, en tout cas de la moyenne de ces gens-là. Si tu as dans ton entourage 5 artistes, tu vas jouer un instrument, c'est quasiment sûr. Et donc, du coup, si tu as des gens qui t'encouragent, qui sont toujours très positifs, bah, tu vas réussir beaucoup, beaucoup mieux. Donc, c'est pour ça que je demande cette question et que c'est hyper important. Et, et aujourd'hui, j'ai de la chance que ça fait vraiment des centaines d'appels que j'ai pris où il y a peu de gens qui me disent qu'ils sont pas soutenus. Donc, les gens, la plupart, sont très bienveillants, ça c'est cool. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Ouais, Anastasia. Anastasia, elle va commencer, elle n'a pas encore commencé. Alors, est-ce qu'il faut mieux prévoir un cheat meal chaque semaine pour tenir sur le long terme ou éviter complètement pendant une période de poids? Alors, le mot cheat meal en anglais, en fait, on l'utilise pour dire c'est un repas de triche en fait. C'est un repas qu'utilisent les sportifs pour amener énormément de calories, pour recharger le corps, hein, pour retrouver de l'énergie rapidement. Donc, en fait, est-ce qu'il faut faire des écarts chaque semaine? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est mettre quelque chose de durable en place, un rééquilibrage durable. Évidemment, aujourd'hui, le discours que je peux avoir va être différent d'une personne à une autre. Ok. Vous le savez bien, il y en a qui vont dire, ah, mais celle, tu m'as pas dit ça, etc. Quelqu'un qui va, par exemple, avoir une grosse perte de poids à mettre en place, qui va être longue, c'est pas pareil que quelqu'un qui a 5-6 kilos à perdre.
d'accord, qui ne va pas être sur le même objectif. Pour moi, on peut justement s'accorder 2 écarts par semaine de restaurant parce que c'est hyper intéressant, parce que ça va te permettre de mieux suivre la diète à côté. Mais par contre, c'est mieux justement de bien suivre la diète à côté, d'un point de vue de la santé et des résultats, et après de se faire plaisir 2 fois. Mais se faire plaisir 2 fois, c'est pas nécessairement faire le McDo du dimanche soir ou faire des écarts trop importants. Parce que pour beaucoup de gens, votre sédentarité ne justifie pas, enfin enfin, si justifie justement euh, qu'il y ait un apport calorique qui soit pas trop élevé. Et donc du coup, déjà que vous avez du mal à mettre du déficit en place grâce à la musculation, grâce au cardio, grâce à la marche, si le week-end, ben, vous mangez 2 pizzas, ça risque d'annuler tous vos efforts et sur le moyen terme, vous démotiver. Vous dire, oh, franchement, je fais tout ça pour pas grand-chose. Alors que si tu te fais plaisir avec des repas traditionnels, tu cuisines, tu te fais un couscous, tu te fais un bourguignon, enfin, c'est mes plats préférés, c'est pour ça que je dis ça, mais tu te fais même une viande avec des frites de patates douces cuites au four, haricots, toi, tu vas quand même prendre du plaisir, mais tu vas pas exploser tes calories. Et donc, du coup, il n'y aura pas d'incidence. Mais après, toi, il y a des gens, ça dépend le cas par cas, si on a des TCA, pas des TCA, il y a plein de choses. Donc, ce que je vais dire, c'est vraiment différent à chaque personne, mais pour des gens qui ont des grosses pertes de poids, qui ont potentiellement des TCA, c'est pas recommandé de faire des gros cheat meals. Parce qu'en fait, l'un appelle l'autre, etc., etc., et après on n'arrive plus à s'arrêter. Donc je sais que pour certaines personnes, c'est plus simple mentalement de se dire, là, je suis focus dans cet objectif, je m'y mets à 100%, et je me fais pas de McDo, je me fais plaisir que quand le coach il dit que je peux, euh, donc toutes les semaines, et des repas sains, où la plupart des gens finalement ils prennent du plaisir déjà dans la diète, parce qu'elle n'est pas dure la diète, hein. Enfin, vous mangez quand même suffisamment, c'est quand même pas, trop restrictif. François, en cas d'écart, soirée raclette chez les amis, pas en ce moment, hein, été, faut-il anticiper, compenser après, ou rien de particulier? Bah, ça dépend le cas par cas en fait, c'est toujours pareil, ça dépend si tu arrives à maintenir un déficit important ou pas par ton activité, si tu t'entraînes déjà bien, si tu as un bon niveau d'entraînement, ça va être déterminant. Parce que quand on a un niveau d'entraînement, qu'on s'entraîne depuis des années, on s'entraîne tellement dur qu'en fait, même si on mange beaucoup, ça va pas avoir d'incidence parce qu'on va être capable de rapidement créer du déficit ou éliminer ça. Quand on est débutant, on ne dépense pas beaucoup de calories, donc par notre métabolisme, par l'entraînement, donc on peut pas trop se permettre de faire des gros écarts. Est-ce qu'il faut anticiper, compenser? Bah, ça dépend de chaque personne. En général, je dis non, pas trop, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu as une raclette ce soir, peut-être pas ce soir, mais on va dire si vous avez un barbecue ce soir, avec chez des amis, et que vous ne mangez pas de l'après-midi, d'accord? Vous ne mangez pas votre collation. Le soir, quand vous allez arriver, vous n'allez pas arriver à vous calmer et à vous arrêter. Et en fait, vous allez manger beaucoup plus d'apéros de chips que ce que vous auriez fait si vous aviez mangé votre collation, d'accord? Et justement, se dire bah, le lendemain je jeûne, bah, c'est la meilleure chose pour être frustré et encore craquer plus. Donc juste reprendre comme il faut, faire un peu de cardio ce jour-là, par exemple, marcher un peu avant ou marcher après, c'est vachement bien pour le moment. Après, c'est une fois de temps en temps, donc c'est pas grave. Si tu fais le taf à côté, ça change rien. Ok, ok. Je regarde les questions. Quelle est la perte de poids logique sur une semaine? Attends, je vais accepter l'invitation. Ok. Alors, pardon, je reviens sur ta question. Salut Dorian. Salut Sébastien. Ah bah ça tombe bien. On va prendre la question après. Dorian, ça va, t'es rentré? Dorian, donc il est kiné. Je le coach depuis un petit moment. Je lui avais demandé s'il pouvait faire une petite intervention sur un sujet particulier qui touche pas mal de gens. Et comme je sais que tu es en vacances, on va pas trop te bloquer si tu dois repartir. Donc, alors, la question c'est, aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus de gens qui sont sujets à des tendinites, pas spécialement en s'entraînant. Donc, si on Ouais. exclut tous les gens qui peuvent avoir des tendinites parce qu'ils font un geste répétitif, un sport répétitif ou des mouvements pas adaptés, avec une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise récupération,
Aujourd'hui, pour quelqu'un qui a une tendinite à l'épaule, au coude, etc., toi, tu recommandes, enfin, est-ce que déjà tu en vois plus dans ton métier? À quoi c'est dû? Et qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là pour arriver à perdre, à guérir de cette tendinite? Bien sûr, à condition déjà qu'ils mettent en place une bonne hygiène alimentaire, un bon sommeil, etc. Ok. Je dirais que déjà pour l'épaule, tu me parles de deux tendinites qui sont assez spécifiques. L'épaule, ça vient souvent d'un problème de posturologie d'épaule. On va se retrouver avec des épaules qui pincent. Ce sont des gens qui vont adapter une posture au travail un peu trop cambrée vers l'avant, les épaules projetées vers l'avant. Et donc, il y a tout un travail de posture à faire dessus pour en guérir, ou je dirais plutôt pour soigner la tendinite à la source du problème et être sûr qu'elle ne revienne pas derrière. Pour ce qui est des tendinites sur les avant-bras, des coudes du coup, là on va soit être sur une pratique sportive ou sur des gestes à répétition que les patients vont faire dans le monde du travail. Souvent des gestes répétitifs sur des métiers de caissier, sur des métiers prothésistes par exemple, des choses où on se sert beaucoup des avant-bras et on a souvent l'avant-bras en gainage au-dessus du plan de travail. Là on va souvent faire des tendinites des extenseurs. Ok. C'est quoi les trois phases que tu mets en place avec ces gens-là pour les guérir, entre guillemets? Pour les guérir, entre guillemets, je dirais qu'il y a une phase, on va dire, d'éducation thérapeutique et de pseudo-repos où il faut bien expliquer à la personne les gestes et habitudes à prendre pour en guérir. Sur une première phase, on va chercher plutôt à se protéger, c'est-à-dire d'arrêter le geste qui provoque la douleur. Pas d'arrêter tout mouvement parce que ça va être contre-productif. On va fondre et on va partir d'encore plus loin après. Ok. Débuter C'est un bien peu la insisté phase. sur ça parce que c'est bien insisté sur ça parce que pendant longtemps, on immobilisait. Pendant longtemps, on immobilisait et on pensait qu'une tendinite, c'est forcément dû à une inflammation. Aujourd'hui, on sait que c'est pas ça. On peut avoir des douleurs sans phase inflammatoire. Et donc, il y a plus de logique d'immobiliser pour enlever l'inflammation et laisser le tissu se réparer. Aujourd'hui, on sait que le mouvement, l'entraînement et la sollicitation vont permettre de booster un peu la régénération du tissu. Comment se régénère un tendon? Un tournant, ça va être, si on va au modèle de la cellule, les cellules vont, sur un stimuler, on va dire, se diviser pour, se reproduire et épaissir le tendon. Pour le reste, je dirais au modèle macro, si on voit ça d'une façon un peu plus large, il faut y aller progressivement. Il faut d'abord réussir à calmer les douleurs et après, faire un système de surcharge progressive et y aller petit à petit. On part d'une base sans douleur et après on rajoute de la charge et du volume, par semaine, je dirais, et les recommandations pour un membre supérieur, on est à peu près à 250 grammes par semaine. Ok. Pourquoi ça marche pas? J'entends le médecin qui me dit arrête-toi, c'est cool, j'arrête 2 semaines, j'ai plus mal, je reprends, bam, j'ai mal à nouveau au bout de Il une va y semaine. avoir 2 mécanismes. Le premier, c'est que quand on arrête, beh, effectivement, on va diminuer la contrainte, on va diminuer l'inflammation, on va diminuer l'irritation du tissu, ce qui fait que, bah, du coup, on aura moins de douleur et puis, de toute façon, quand on s'arrête, on ne teste plus le tissu, donc on se provoque pas la douleur, tout seul. Et par contre, le mécanisme qui fait que ça revient, c'est que sur cette phase d'arrêt, beh, le muscle a perdu en volume, a perdu en capacité, d'effort et donc quand on va retourner à l'effort et bien, on va avoir un tissu qui est encore moins adapté et donc on va se refaire une tendinite d'autant plus vite, d'autant plus fort, avec des mécanismes douloureux bien plus actifs, on va dire. Ok. Si on n'a pas la chance d'avoir un kiné compétent ou d'avoir un kiné compétent qui nous prend en charge comme il faut, ou on n'a pas le temps d'y aller, qu'est-ce qu'on peut faire personnellement comme exercice, sous quelle forme? Peut-être tu peux parler de l'excentrique, de l'isométrie, pour progressivement se libérer de ces douleurs. Tu parles de l'isométrie, justement, c'est ce qui est le plus conseillé aujourd'hui en phase, on va dire, très, très précoce, parce qu'on va avoir un rôle un peu désensibilisant sur le tendon. L'excentrique, ça permet de remettre en charge sans mouvement sur le tissu, donc on va pas avoir d'irritation. C'est vraiment le top pour reprendre sur un effort. Donc on peut penser à des petits protocoles d'excentrique avec 30 secondes de force, 30 secondes de repos, qu'on peut cycler Ju- entre 6 à 8 fois. Juste explique ce que c'est pour les gens qui ne savent pas. L'excentrique, c'est quand on a une contraction du muscle sans mouvement de celui-ci. En clair, c'est si je vous mets un poids dans la main et que vous contractez pour tenir le poids, Isométrique. mais que la main ne bouge pas.
Sur une deuxième phase, on peut passer sur de l'excentrique. L'excentrique, en fait, ça permet de venir solliciter votre tendon sans vraiment forcer sur le muscle, sans vraiment consommer beaucoup d'énergie et d'oxygène, ce qui fait que on va pouvoir mettre une contrainte, une sollicitation et demander de l'adaptation au tendon sans, sans avoir de gros besoins de récupération. On est à peu près là. Il y a aussi un couple entre le muscle qui va être l'unité contractile et le tendon qui est là pour servir un peu d'élastique et d'amortisseur de charge. Et en fait, l'excentrique va permettre de bien plus solliciter le tendon que le muscle. Ça permet de cibler l'effort sur le tendon, je dirais. Et Ok. après, bien sûr, il faut toujours finir sur reprendre sur tous les modes de contraction, concentrique, excentrique, isométrique, et se remettre dans le geste sportif ou dans le geste qui vous a provoqué cette douleur de façon progressive pour finir sa rééducation et être sûr que ça ne revienne pas. Ok. Est-ce que j'avais aussi une autre question? En termes de charge et de vitesse, comment tu l'intègres la progression sur ces paramètres-là pour reprendre pour un sportif? De charge et de vitesse. Aujourd'hui, on a des nouvelles études qui nous disent que le tendon va s'adapter à l'exercice et si on a une partie lésée sur le tendon, en fait, les contraintes de force vont passer tout autour sans aller solliciter cette partie lésée. Et donc, on va pas avoir les phénomènes adaptatifs là où on va. Donc, on va être obligé d'avoir des vitesses très très lentes en début de rééducation. Toujours bien ralentir le mouvement, le faire, je dirais pas le plus lentement possible, mais y passer au moins 4 à 5 secondes sur la phase excentrique du mouvement. Et après, il faut toujours ramener au niveau du geste sportif qui a créé cette douleur. Ça sert à rien de faire le mouvement d'une vitesse où on s'en servira jamais dans la vie de tous les jours, mais il faut au moins toujours se ramener à cette vitesse dont on va avoir besoin dans le monde du travail, cette vitesse dont on va avoir besoin dans le monde sportif, et s'y habituer avant la reprise totale des activités. Ok, très bien, merci beaucoup. Tu veux rajouter quelque chose qui peut vraiment aider les gens? Vraiment aider les gens sur le sujet de la tendinite, ça va être patient, de pas tester tout et n'importe quoi, parce qu'un tendon, c'est quand même 3 semaines d'adaptation avant d'avoir des premiers effets. Quand vous allez mettre quelque chose en place, il faut attendre 3 semaines pour voir si ça va marcher ou pas. Donc, histoire de pas perdre de temps, faites-vous conseiller par un professionnel et surtout gardez confiance. C'est normal de pas voir de changement dans les 3 premières semaines. Il y a des gens qui vont les voir parce que ils ont une meilleure hygiène de vie, ils dorment plus, ils sont plus jeunes, ils sont bien hydratés. Mais ça peut être tout à fait normal de ne pas voir de différence sur les 3 premières semaines de rééducation. Ok. Donc dès qu'on a identifié une tendinopathie, on doit faire quoi exactement? J'appelle mon acupuncteur, j'appelle mon magnétiseur, je fais quoi? Exactement. Aujourd'hui, c'est On que du commence massage toujours pour avoir le plus de chances de guérir rapidement. pour guérir rapidement, je vais toujours conseiller d'aller voir le médecin généraliste. C'est lui qui va pouvoir vous orienter, soit vers un traitement à base d'anti-inflammatoires s'il y a une inflammation, ce qui va énormément vous soulager dès les 2 jours après la prise, des anti-inflammatoires et il va faire le tri, savoir si vous avez besoin d'une échographie ou pas, savoir si vous avez besoin d'une radio ou pas, savoir s'il y a des calcifications ou pas, ce qui va vous permettre d'avoir le meilleur traitement chez le meilleur professionnel au meilleur moment. Des fois, ça sert à rien de passer chez le kiné, il faut se faire infiltrer d'abord. Des fois, ça sert à rien d'aller, perdre son temps chez un ostéopathe ou un acupuncteur. Je dis pas que c'est mauvais, mais des fois, le médecin saura directement vous dire que là, ça sert à rien, allez chez un kiné, allez vous faire infiltrer, ne perdez pas de temps et ne perdez pas votre argent, n'importe où. Ok, super. Bah, merci beaucoup. J'espère que ça, j'enregistre, donc ça aidera pas mal de gens, OK. parce que quand même, il y a pas mal de gens qui ont des tendinites et qui sont pas tout le temps bien pris en charge. Eh bien, je te remercie pour ce temps de parole et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Toi aussi, passe de bonnes vacances, profite bien. Avec plaisir, merci beaucoup. Salut Dorian. Ok, merci Dorian. Oh, du coup, c'est intéressant, j'espère que ça vous a aidé, parce que je vous le souhaite pas, mais un jour ou l'autre, vous serez sujet certainement à une tendinite, ça peut arriver. Du coup, on venait de faire la question raclette. On va faire la question. Attends, je vais juste te mettre en coupé. Donc, Xavier, quelle est la perte de poids logique sur une semaine pour ne pas être mal ou trop fatigué si cela peut être quantifié? C'est vraiment très difficile à dire parce que on en revient à la question de Stéphanie, c'est une question de déficit en fait. Et en fait, la quantité de poids perdu, elle n'est pas vraiment relative non plus à la perte de gras. D'accord? Parce que si tu te déshydrates, tu vas avoir une perte de poids importante. Si tu as énormément de rétention d'eau
au niveau du ventre, au niveau des intestins, parce que ta alimentation elle est inflammatoire, elle est pas bonne, tu peux perdre beaucoup de poids au début. Mais si on parle de consommation d'énergie pure, donc de gras pur, entre guillemets, hein, ce qu'on veut essayer de se libérer, il n'y a pas vraiment de limite, hein. En général, par expérience, en ayant une activité professionnelle, familiale et du sport 3 4 fois par semaine, les gens sont capables de perdre 500, 600 grammes par semaine sans ressentir de fatigue parce qu'ils compensent immédiatement par une amélioration de leur condition physique, de leur alimentation et de leur sommeil. Donc en fait, de base, c'est des gens qui sont souvent très fatigués tout le temps parce qu'ils mangent mal et ils ont des pics d'insuline sans arrêt dans la semaine, dans la journée. Ils dorment moins bien parce qu'ils sont sur la digestion, ils sont stressés, ils sont moins stressés parce qu'ils font du sport, etc. Ils ont le boost du sport. Alors, quand même, c'est très bon de faire du sport ou de marcher dehors. Donc en fait, ce que tu vas perdre d'un côté, tu le gagnes largement de l'autre. Donc tu ne te sens pas spécialement trop fatigué. Donc il n'y a pas de logique. En fait, on pourrait perdre beaucoup plus. C'est qu'une question d'arriver à installer un déficit important. Et 1 kilo, je le rappelle, c'est comme si on dépensait 8 000 calories. Donc évidemment, c'est pas que le sport qui peut dépenser 8 000 calories, parce que sinon ça voudrait dire que tu as fait 2 marathons dans la semaine, c'est impossible. C'est aussi ton métabolisme, ton activité au quotidien, le fait juste de respirer. Donc il n'y a pas vraiment de logique, ça dépend de pas mal de paramètres et de ton système hormonal à ce moment-là aussi. Un homme va être capable de perdre plus de poids parce qu'il a une plus grosse masse musculaire, un métabolisme avec une structure hormonale qui est plus favorable à l'oxydation des graisses. Et aussi, il est capable de fournir des efforts beaucoup plus intenses, et beaucoup plus lourds en fait. Donc il est capable de dépenser, d'oxyder plus d'énergie sur le moment. Ok. Mais on va dire quelque chose de très positif, c'est que aujourd'hui, je vous dis, les femmes, elles ont un mental qui est, qui est bien meilleur que les hommes. C'est vrai. Toutes les femmes que je coach, honnêtement, que ce soit la diète, l'organisation, la régularité, tout, c'est le sexe fort, hein. C'est vrai, on dit, mais en vrai, c'est le sexe fort. Pourquoi? En fait, alors, si on en revient à quelque chose de plus scientifique, c'est que les femmes, elles sont capables de gérer une charge de stress et de douleur qui est supérieure à l'homme. Dans l'entraînement, on n'entraîne pas une femme pareille qu'un homme, et je peux te dire que des femmes, tu peux aller très loin dans l'effort, elles vont peut-être pleurer à la fin, mais elles vont faire. Un homme, il va s'arrêter directement. Aïe, j'ai mal, j'arrête. Pourquoi? C'est totalement humain en fait. C'est juste une question de calcul. C'est que de base, alors, je m'appuie sur des lectures, c'est que l'homme, c'était plutôt le mec qui allait plutôt chasser. D'accord? On remonte à plus de 50 000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, du coup, à partir du moment où il allait en forêt, il y avait plein de dangers, il avait intérêt d'être très sensible, très stressé au moins de danger, très sensible pour pas se blesser, revenir avec une infection, etc. De plus, c'est que la structure hormonale et mentale des femmes, il y a aussi le fait de résister à la douleur. Donc, une femme, elle est malade. Moi, quand je suis malade, je dis à ma femme, je vais mourir. Je vais mourir. J'ai un rhume, je vais mourir. Tu vois? Alors qu'une femme, elle résiste au mieux à la douleur pour plein de raisons. Et je pense que le fait de résister à l'accouchement, c'est une bonne chose. Parce que si demain, les hommes devaient accoucher, il n'y aurait plus d'enfants sur Terre. Ça ferait trop mal. Donc tout ça, c'est lié à la structure hormonale aussi. Et ça demande qu'il y a eu aussi des sélections par rapport à ça. Ok. Bon, ça, on est sorti un peu du contexte. Cindy, je me demande régulièrement si je suis au régime. Je réponds toujours que non, que la diète, c'est quand c'est bien fait. On te demande. On te demande si tu es au régime. Ah ouais. Bah, toi, c'était une question. Je vais lire la fin de ta question. Donc pour toi, ouais, bien manger, ça fait partie de la vie. Faire sa muscu pour pouvoir dévorer ses collations parce que la farine de riz, tout ça, c'est très bon. Ok. Ouais, c'était une question. La question, c'était, oui, les gens, ils ont l'impression, des fois, d'être en régime ou d'être en diète et que c'est pas tenable. Quand vous allez parler de votre hygiène de vie, quand on parle de notre hygiène de vie à des gens qui sont éloignés de ça, ils comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils te disent, toi, tu fais un régime, en fait. Bah non, en fait, c'est pas. Aujourd'hui, les gens, ils sont tellement pris l'habitude de mal manger que simplement le fait de manger des fruits et des légumes et pas des produits à transformer ou industriels, c'est pas normal. Tu vois?
Mais il y a 50 ans, on mangeait pas des danettes, hein. Je sais pas quand c'est que ça arrivé, danettes, mais c'est vraiment après 50 ans. Et, euh, et donc, du coup, on mangeait quand même des produits bruts. Bah, à l'époque, en campagne, on tuait un poulet de temps en temps avec les légumes du jardin, des navets de topinambour, et ça se passait bien, quoi. D'accord? Et on mangeait ça tous les jours, si, s'il était possible, si on avait les ressources financières ou il y avait de bonne culture. Ok, donc oui, par rapport aux autres, bien manger, avoir une bonne hygiène de vie, on peut pas passer pour des extraterrestres, mais peu importe, le but c'est que vous soyez vous en bonne santé en fait. Tu sais, moi j'ai jamais fumé dans mon entourage, même au rugby, franchement, il y avait tout le monde qui fumait. Mais en fait, c'était un extraterrestre de pas fumer en fait. Mais qui c'est qui avait raison? Je pense que les gens qui ne fument pas, qui n'ont pas fumé, ils ont plus, sont meilleure santé maintenant. Et toi, ça a changé. Maintenant, c'est l'inverse. Si tu fumes dans un groupe, dans ton groupe d'amis, souvent, tu vas être le seul qui fume, hein. Les gens, ils fument de moins en moins quand même. Et les jeunes de moins en moins. Les massages gun utiles pour les tendinites. Bah, il est parti, Dorian. Donc, je vais répondre à sa place. Il faut bien comprendre qu'on voit apparaître un multiple protocoles, plus ou moins farfelus sur plein de choses. Mais ce que dit la science, c'est pas ça. Quand tu as mal au dos, il faut faire un protocole bien précis. Quand tu as des tendinites, il faut des protocoles bien précis qui sont mis en place par des colloques d'experts qui ont analysé des multitudes d'études et méta-analyses et donc du coup qui t'ont dit ce qui est bon ou pas. Et il faut bien savoir qu'à chaque fois que tu te lances dans une thérapie entre guillemets non validée, bah, tu recules la guérison, voire tu l'annules totalement, tu n'as pas de chance de guérir. J'en sais rien, mais pour simplifier, demain tu te casses une jambe, tu as l'os qui sort. Tu vas pas aller voir ton magnétiseur, acupuncteur, machin, tout ça. Tu sais exactement, tu vas à l'hôpital, il t'opère, c'est plié, toi. Et si jamais tu fais pas ça immédiatement, par exemple, tu te fais une rupture du tendon d'Achille qui va pas de suite, bah, tu as peu de chances de récupérer totalement ton intégrité dans le futur. Ça, et ben c'est pareil quand tu te fais une tendinite ou quand tu te fais un mal au dos, quand tu as mal au dos. Alors, est-ce que les massages, moi je trouve que c'est pas mal, hein. C'est juste que c'est long. Est-ce que ça amène vraiment une plus-value? La seule plus-value qu'on a, c'est une augmentation de l'afflux sanguin dans cette zone. Donc, plus on va vasculariser une zone, bah, mieux c'est. C'est sûr que c'est bien. Tu vas créer un relâchement des tissus aussi, donc moins c'est tendu, en particulier des tendons pour certaines personnes qui ont une génétique qui crée des tensions. Les tendons, ils sont très tendus dans certaines zones parce qu'il n'y a pas eu, par exemple, de le sillon du long biceps, par exemple, il n'a pas été bien creusé par un manque d'activité quand on a été jeune ou par la génétique, automatiquement de détendre toute cette zone, ça peut faire que du bien. Après, par rapport au temps passé, est-ce que vraiment c'est très utile par rapport à d'autres protocoles? Comme l'explique Dorian, bah, c'est bien de le faire en complément, mais pas en numéro un. Donc, moi j'en ai un gun, et franchement au début je l'utilisais un peu, franchement je l'utilise quasiment pas. Parce que en fait, que j'utilise ou pas, franchement, ma récupération, mes courbatures, bah, je vois pas trop d'impact. Le seul impact, on va dire, du biohacking que je vois vraiment et que je fais depuis des années, c'est un bain froid par semaine. Pour la récupération, je suis moins fatigué, j'ai moins de douleur. Et quand tu vieillis, ce qui t'empêche de pouvoir t'entraîner avec intensité et régulièrement, bah, c'est la récupération, c'est les douleurs. Donc je trouve que c'est pas mal. Ça reste personnel, c'est quand même très favorable. La science montre que c'est quand même très favorable, mais pas pour tout. Et c'est pas non plus magique. Donc la meilleure récupération possible, de toute façon, c'est le sommeil et de bien manger. Ok. Ah, bonnes vacances. Ok. Il y avait d'autres questions. Ok, moi j'en ai plein d'autres qu'on m'a noté. Ouais. Ok, on en était là. Ok, tu vois, le problème de beaucoup de gens, ouais, c'est de penser que c'est plus facile pour les autres que pour soi. C'est quelque chose qu'on entend tout le temps. On pense que mais dans tous les domaines, c'est plus facile pour ton voisin de s'être acheté une belle voiture, d'avoir gagné plus d'argent, d'être en meilleure santé, etc. Alors la santé, elle est quand même assez génétique, ok, mais ça s'entretient. C'est une multitude d'actions qu'on a mis en place. Alors est-ce que dans le sport, en tout cas dans la perte de poids, on va dire, pour rester sur quelque chose de bien précis, est-ce que c'est plus facile pour les autres que pour nous? Bah non, en fait. On pense de l'extérieur que c'est plus facile pour les autres,
d'avoir tenu une diète, d'avoir perdu beaucoup de poids. Mais en réalité, c'est pas le cas. C'est juste qu'on ne voit pas toutes les actions que font les gens de notre entourage qui peuvent être minces, par exemple. C'est pas parce que sur un repas de famille, ta belle-mère ou ta belle-fille ou ton frère, il mange beaucoup plus que toi, il boit plein d'alcool, etc. Et pour lui, il est mince, il est tout le temps bien, parce que tu vois pas les actions qu'il met au quotidien. Au final, non. Peut-être que c'est une fois tous les mois où il craque, il se lâche totalement, mais derrière, il a une hygiène de vie qui est irréprochable, il dort bien, il fume pas, il fait du sport, etc. Donc je dis pas que pour soi, c'est pas plus difficile des fois que pour d'autres personnes. Avec les mêmes efforts donnés, tu n'auras pas les mêmes résultats. Mais moi, c'est pas ce que je vois après 15 ans de coaching. C'est pas, y a pas des gens pour qui c'est difficile. Et en fait, la difficulté, elle réside pas que dans le côté physiologique, hein. Elle réside aussi dans le côté de ta organisation de vie, la gestion de ton stress, de ta charge mentale. C'est sûr que aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent avoir des contraintes financières, familiales, qui sont supérieures à d'autres. Et automatiquement, pour elles, ça va être plus compliqué de mettre en place plus de sport ou de mettre en place plus de sommeil, tout simplement. Mais c'est pas pour ça que c'est plus facile pour d'autres, hein. Parce qu'on voit pas tout ce qui a été fait pendant des années, etc. Je regarde ce qu'il y avait noté. Euh, J'avais noté, ouais, je l'avais dit, la principale différence, c'est la régularité, l'environnement, les habitudes et le mental. Donc par rapport même à la génétique et l'épigénétique, en fait, l'épigénétique est plus importante que la génétique. Donc l'épigénétique, pour rappel, c'est l'expression de l'environnement. Donc par exemple, la gestion de son stress, le stress en général, par exemple, dans un environnement stressant, bah en fait, l'épigénétique, elle est plus importante que ta génétique de base. Et ça, on le voit, il y a plein d'études qui ont montré les adoptions de jumeaux ou de frères et sœurs dans deux pays différents. Malheureusement, l'un qui est resté dans son pays, ou heureusement, et qui a vécu dans la pauvreté, et un qui a vécu dans des pays occidentaux, donc à l'occidental. Et ils ont fait plein d'analyses dessus, et en fait, ils se rendent bien compte que l'épigénétique, du coup, elle est bien plus importante que la génétique pour le côté apprentissage, performance sportive et santé. Hum, ouais, là, on m'avait posé une question. Euh, je vais voir si on prend celle-là. Je vais pour 2 secondes, c'est important. Ouais. Qui c'est qui réussit le mieux? Bah, ceux qui réussissent le mieux, c'est les gens les moins impatients. Parce que les gens impatients que je peux avoir en coaching, c'est qu'au bout d'une semaine, ils pensent avoir perdu tout le poids qu'ils ont pris pendant 3 4 ans. Au bout de 2 semaines, ils disent: Ah, je pensais avoir perdu plus. Alors que tu sais ni bien manger, tu sais ni bien t'entraîner, tu n'as même pas préparé correctement tes plats, etc. Tu vois, tu t'entraînes pas vraiment bien et tu es là pour apprendre, je suis là pour ça. Et du coup, tu es trop impatient et finalement, en fait, ton impatience va faire que tu vas aller trop vite et que tu vas abandonner. Et en fait, au final, les seules personnes qui réussissent vraiment, ce sont pas spécialement les gens qui vont très vite, mais c'est les gens qui sont persévérants et qui continuent et qui sont pas impatients. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas perdu de poids. Franchement, j'ai des clientes là qui sont vraiment un mental de fou. Franchement, on fait tout ce qu'on peut pour qu'elles perdent du poids. Il y en a, franchement, elles ont stagné pendant une année, elles ont perdu quoi, que 5 6 kilos. Et franchement, c'est les plus sérieuses, 4 5 séances par semaine, quasiment pas d'écart, etc. Pour le coup, on est tous un peu différents. Et pour le coup, bah, elles sont toujours là. Et toi, au bout d'un an et demi, 2 ans, bah, elles sont arrivées à leur objectif. Alors que si elles avaient abandonné, elles ne seraient pas arrivées. Donc, deux citations que j'avais notées qui sont super bien, que j'aime bien. C'est Michael Jordan. Toi, il disait avoir raté des milliers de tirs dans sa carrière. Heureusement qu'il n'a pas arrêté. La citation, je ne sais pas exactement c'est laquelle en anglais. Heureusement qu'il n'a pas arrêté au premier tir qu'il a loupé, sinon il ne serait jamais champion. J'ai écouté une conférence de Federer en anglais. Donc, je parle un peu anglais, mais pas parfaitement. Donc, lui, ce qu'il expliquait, c'est que dans sa carrière, il a gagné que 60% de ses points. Et pour le coup, bah, c'est le numéro 1 mondial. Donc, tu vois, il a quand même une grosse enfin, une grosse part d'erreur dans sa réussite. Mais parce qu'il a été régulier, qu'il a jamais lâché, bah, qu'il est devenu numéro 1, qu'il l'est encore. Je ne sais pas s'il est. Je connais pas trop les classements, mais en tout cas, c'est un monument. Charlie, je te vois quand tu t'entraînes mettre une ceinture pour protéger ton lombaire. À quel niveau il faut commencer à en mettre une? Il faut en mettre une assez rapidement.
Moi, j'ai une théorie qui n'est pas validée, c'est la mienne, et c'est celle un peu du monde du culturisme. C'est que ce qui ne va pas être applicable dans tous les sports, hein, c'est pas ce qu'on recherche. Mais la ceinture, dans un premier temps, elle a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est de moins et de plus protéger sa sangle abdominale. Donc le fait de bien protéger sa sangle abdominale, euh, ça va, là, quand tu mets la ceinture, tu vas plus contracter tes abdos, tu vas bien rentrer les viscères, etc. Et ça va te permettre d'avoir la taille de plus en plus fine, avec un transverse plus tonique, etc. Donc ça c'est bien parce que du coup tu vas avoir un ventre de plus en plus plat. Donc ça c'est le premier truc. La ceinture elle te force à ça. Deux, elle va empêcher l'action des obliques, des abdos, et donc de trop épaissir la taille sur la largeur. Et tu vois, ce qui est beau quand même, c'est quand on est en V, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Je parle juste de beauté, hein. Chacun ses critères, hein. Attention. Mais en bodybuilding, c'est ce qu'on cherche. Donc moins tu développes la taille, mieux c'est. Bien sûr, il faut un peu la développer, sinon tu vas pas être stable, tu vas risquer d'avoir plus mal au dos, etc. Si tu fais du rugby, t'as pas intérêt. Tu as intérêt de développer la taille au maximum. Si tu fais des sports comme du kayak, etc., tu as intérêt de développer au maximum cette zone. Donc ça, c'est le côté esthétique. Et ensuite, la ceinture, d'un point de vue bon, biomécanique et tactique d'entraînement, c'est que lorsque tu l'as bien serré, tu vas venir pousser avec ton ventre et ça va venir contracter davantage et protéger un peu plus ta colonne vertébrale, un peu comme un serre-joint. Donc du coup, tu protèges plus ton dos. Et ça, c'est intéressant à partir du moment où tu commences à avoir un bon niveau et que tu sais déjà bien faire tes mouvements et que tu veux protéger un peu plus ta sangle abdominale, ton dos, pour soulever des grosses charges. Dernier point, c'est qu'il y a de nombreuses études qui montrent une amélioration du recrutement musculaire du dos et de l'épec quand on a la ceinture. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu as la ceinture, tu vas être plus capable de contracter les dorsaux et le dos. Et donc du coup, par exemple, quand tu fais les pecs, bien rester dans cette position, c'est plus facile quand tu as la ceinture et que tu as une meilleure tension au niveau du dos. D'accord? Et voilà. Donc ça c'est la science qui dit ça. Donc est-ce que ça vaut le coup? En fait, pour les hommes, ouais, c'est très bien, bah, surtout si tu commences à être bien fort. Pour les femmes, c'est très bien quand tu as déjà un bon niveau et que tu veux continuer à améliorer, avoir la taille fine, vraiment avoir une bonne sangle abdominale. Pourquoi? Parce que tu sais, tu vas vraiment contracter plus ton ventre, faire l'effort d'arriver à bien contracter tes viscères, de bien rentrer ton transverse tout le temps, de faire cet effort-là avec la ceinture et du coup, ça va t'aider. Et aussi, il y a un petit point, je crois que Cindy est en met une, hein, tu me diras, mais pas mal de personnes un peu plus avancées à qui j'ai conseillé, il existe des ceintures un peu sudation lombaire, maintien lombaire. Et alors, du coup, c'est bien parce que tu vas plus transpirer dans cette zone-là, donc tu vas perdre un peu plus d'eau dans cette zone. C'est un peu comme tu vas faire quand tu vas faire un massage à l'argile ou quelque chose comme ça chez ton esthéticienne. En gros, bah, tu vas perdre pas mal d'eau dans cette zone-là. Bon, après, si t'as pas une bonne alimentation, l'eau elle revient. Mais quand tu t'entraînes 4 fois, 5 fois dans la semaine en, en transpirant beaucoup du ventre, bah, tu vas avoir quand même moins de rétention d'eau dans cette zone-là propice à la rétention d'eau, tu vas être propice ça dépend de ton cycle hormonal, de ce que tu as mangé, etc. Mais de perdre l'eau sous-cutanée de plus en plus, c'est quand même intéressant. Après, attention, c'est limité dans le temps, hein. Tu fais ton palpé roulé, ton LPG, je sais pas comment ça s'appelle, ton soin Guino, parce que j'ai une cliente, elle était institut Guino, elle m'avait déjà fait un soin, c'est incroyable, c'est top, avec de l'argile, etc. Tu perds énormément d'eau, mais bon, 3 jours après, c'est revenu. Donc de transpirer un peu plus, c'est bien pour la rétention d'eau, pourquoi pas. Je sais pas si j'ai répondu, là on est vraiment allé dans quelque chose un peu plus. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est mieux comme ça, c'est mieux parce que c'est vos questions. Les autres questions, c'était pas vraiment les votes, les votes, c'est celle de tout le monde. Alors, hop, petite pause, boisson. Il nous reste quelques questions, parce que le but c'est de faire à peu près 1 heure. Faut-il peser ce qu'on mange et se peser soi-même? Ouais, bah, c'est 2 questions. Est-ce qu'il faut peser ce qu'on mange? Oui, parce que si tu pèses pas ce que tu manges au hasard. Le hasard, ça fait jamais bien les choses. Souvent, tu vas manger trop peu, alors qu'il faut manger plus. Donc, c'est bien de peser. En particulier, en fait, quand on dit peser, mais c'est pas tout. Parce que la viande, le poisson, souvent, ils sont vendus par portion. Ton boucher peut te faire tes portions, donc ça, tu ne pèses pas. Les légumes, c'est assez facile sur une courgette. Si tu sais que ça fait ça, bah bon, on n'est pas à 20 grammes près. Haricots, pareil, c'est déjà marqué sur la boîte de toute façon. Comme il y a. Donc, si tu as
Une boîte de 250 grammes, bah, tu divises en deux par exemple, ça te fait ta portion. Mais pour les féculents, pour le riz par exemple, c'est important quand même. Parce que c'est très difficile à 10-15 grammes près de jauger. Et donc du coup, par exemple, pour un homme qui mange 100, 120 grammes, même s'il se trompe de 10 grammes, c'est même pas 10% d'erreur, c'est OK. C'est pas ça qui va être déterminant pour son objectif. Mais pour une femme qui mange pas beaucoup, par exemple, sur une fin de perte de poids, 30, 40 grammes de riz, si elle se trompe de 10-15, bah, ça augmente plus, ou sinon elle n'a plus rien à manger. Donc ça, c'est ça. Et après, est-ce qu'il faut se peser soi-même? Est-ce qu'il faut se peser régulièrement? Pour moi, oui. Mais bien sûr, en cas de, si on n'a pas de TCA, de problème par rapport à ce côté-là. Sinon, c'est mieux de ne pas se peser trop régulièrement pour pas en déclencher non plus. Ça sert à rien de se peser tous les jours, hein. Ce que je dis toujours pour rigoler, mais la balance, monter sur la balance ne fait pas perdre de poids, même si c'est un petit step. Là, je le dis pour rigoler, hein, mais c'est de façon bienveillante, mais voilà, te mets pas la pression à te peser tous les jours. Mais c'est bien de se peser parce que moi, je suis quand même partisan de contrôler les choses en fait, de pas faire les choses au hasard. Et donc du coup, faire la politique de l'autruche, c'est pas terrible parce que ça se trouve, tu as super bien bossé, tu le sais même pas. Et quand tu le sais, bah, ça, que tu as bien bossé, quand tu bosses bien, tu sais que tu vas avoir des résultats, tu es récompensé, tu te pèses, voilà. Et de toute façon, même si tu n'avais pas perdu, bah, tu te pèses, au moins tu le sais. Et après, ça te permet de te motiver à faire un peu plus d'efforts. Mais bien sûr, sauf cas particulier. Le but, c'est pas d'être obsédé par la balance. Euh, Ah oui, on m'avait posé ouais, la question. Bah, pourquoi c'est bien bah, pourquoi j'ai pris une bonne décision de t'avoir pris en coach? Est-ce que c'est bien d'avoir un coach? Parce qu'avant c'était mon mari qui me coachait et en fait c'était plus une prise de tête qu'autre chose. On en était venu une discussion. Je crois que je sais pas si je sais pas qui c'est qui me l'avait dit, mais je crois que on va pas afficher. Mais alors, effectivement, ton mari n'est pas ton coach, mais en fait ton mari n'est pas ton coiffeur. Et t'es pas ton gynéco non plus, d'accord? Pas ton esthéticien. C'est exactement la même chose. Demain, tu vas pas faire confiance à ton mari pour te couper les cheveux. Parce qu'en plus, si il se trompe, si tu fais une couleur et que ça foire, voilà, c'est le divorce, hein. Donc, chacun son rôle. Et ce que je dis tout le temps, c'est que de toute façon, même moi, je ne coache pas mes proches. Pour plein de raisons, bah, parce que déjà, c'est pas spécialement, t'es pas assez détaché émotionnellement pour bien coacher la personne, lui dire les choses quand il faut, être bienveillant avec elle, peut-être trop ou pas assez. Donc chacun son rôle. Et si tu es un médecin, bah, tu vas pas soigner tes enfants. Parce que s'il faut prendre une décision difficile, bah, tu vas pas la prendre. Coach, c'est pareil. Soit tu vas être trop sympa avec ta femme, soit tu vas être trop dur parce que tu veux te venger quelque chose, entre guillemets. Donc donc c'est important d'avoir quelqu'un d'extérieur. Parce qu'on a de l'objectivité, on a du recul et on prend des décisions. Quand je vous dis oui ou non, c'est pas en fonction de mon humeur, hein. C'est parce que je sais que pour vous, c'est pas une bonne chose. Par exemple, tu m'as posé une question, elle m'a posé une question au début, est-ce qu'on c'est bien de faire une cheat meal? Bah, par exemple, pour elle, par rapport à son objectif et quand elle commence par rapport à d'autres paramètres, je lui dis non, c'est pas une bonne chose pour toi que tu ailles te faire un McDo une fois par semaine, tu vois. Et pour d'autres personnes, c'est ok. Voilà, donc c'est pas mal. Euh, ouais, c'est un peu une question de méthode et de recette. J'avais dit en fait, on peut effectivement, il y a des trucs, j'ai l'impression de faire, de faire déjà, de l'avoir déjà testé ce que tu me fais faire, mais cette fois ça marche. Avant ça marchait pas. Et alors, c'est important de bien comprendre qu'on peut avoir la même recette que Cyril Lignac, ou avoir la recette devant les yeux. Jamais tu obtiendras le même résultat que Cyril Lignac, hein. Parce que moi, je les ai tous derrière les livres hein, de cuisine, hein. Je cuisine un peu, mais j'arrive jamais à faire comme Cyril Lignac. Donc c'est pareil en fait. C'est quand même un métier. Il y a quand même des choses particulières. Enfin, plein de trucs qui vont entrer en ligne de compte. Et en fonction de chaque personne, la morphologie, etc., on a des choix quand même qui sont déterminés par nos connaissances et par notre expérience. Donc tout. Et je pense que Cyril Lignac, lui, que de sentir les produits, là, de les toucher, il sait faire les trucs, il sait que ça va le faire ou pas le faire. Ou sinon, il a un secret qu'il dit pas. Moi, j'ai pas de secret particulier, j'ai pas de solution magique que je dis à personne. Euh, ouais, chacun son métier. Ouais. Bon, si vous avez quelques questions,
C'était un truc pareil, c'était une question concernant le chemin. Ouais, concernant le chemin, il est super important. Moi, je pense que pour pouvoir coacher dans n'importe quel domaine, si demain je devais, je sais pas, euh, prendre un maçon pour construire, je sais pas, ma salle de sport, bah, je prendrais quelqu'un qui a déjà construit les salles de sport, toi. Et je pense que du coup, on m'avait posé la question, est-ce que tu as vraiment les compétences pour m'aider? Euh, Dans la théorie, on peut les avoir, mais d'avoir vécu le processus soi-même, donc ça veut dire de déjà s'entraîner, d'être en forme soi-même, d'avoir fait de la compétition pendant des années, d'avoir poussé mon corps à l'extrême, c'est que je sais ce que c'est que de faire une diète dure. Je sais ce que c'est de me priver, je sais ce que c'est de pouvoir s'entraîner quand on est fatigué, je sais ce que c'est que s'entraîner quand on a des enfants et qu'on n'a pas dormi de la nuit. Toi, il y a plein de choses quand même à 41 ans que j'ai fait, et donc du coup, ça me permet de comprendre quand même le profil de pas mal de gens. Voilà. Euh, ouais, ouais, c'est ce que j'avais noté. Je l'avais dit, coaching, c'est pas seulement donner un programme, c'est aussi de comprendre le corps, le mental, les erreurs, les blocages, et s'adapter aux solutions, des solutions à la personne. Et si on a vécu les choses avant, c'est toujours plus simple. Et après, de façon personnelle, je lui avais donné une légende. Si t'es Schumacher et que tu as déjà conduit une Ferrari sur une route mouillée, euh, à haute vitesse, bah après, tu es capable de conduire n'importe quelle voiture tranquillement sur une route classique. Je sais pas si c'était une bonne image. Vous me direz, j'aime bien les images, hein. Que penses-tu de la créatine? Y a-t-il un certain niveau de musculation pour en prendre? Ouais, ça on en a pas mal parlé à chaque fois comme question. On va faire simple, la créatine c'est très bien. Je la recommande pas à partir je la recommande à partir d'un certain niveau. La créatine, ça va te permettre de resynthétiser plus facilement de l'énergie entre tes séries ou dans ta série. Donc ça veut dire que théoriquement, au lieu de faire par exemple 10 reps, tu vas être capable d'en faire 11. Tout simplement. D'accord? Avec un bon taux de. Si tes ressources en créatine phosphate, elles sont pleines. Donc c'est très intéressant d'en prendre parce que dans l'alimentation, on en a et on en fabrique, mais pas tant que ça quand on est sportif. Donc ça, c'est sur le côté performance. Donc à partir du moment où quelqu'un s'entraîne déjà à 100%, depuis par exemple au moins 6 mois, un an, c'est intéressant d'en prendre. C'est intéressant d'en prendre, tu vas permettre de stimuler un peu plus ton corps, et donc du coup, si tu stimules plus, tu auras plus de gains. Mais à condition que derrière, il y a aussi la bonne récupération. Parce que c'est bien beau de stimuler, si derrière ton corps, tu récupères pas, parce que tu bois une bière le soir, tu dors pas bien, tu es stressé, bah tu peux stimuler plus, mais ton corps il va pas vraiment réparer. Il se réparer rapidement, donc ça marchera pas. Euh, la créatine va avoir d'autres impacts pour la santé, on peut aussi en prendre même si on n'est pas dans la performance pure. Donc déjà pour les gens qui mangent pas de viande, pas de poisson, qui sont véganes, qui sont déficients, donc de prendre de la créatine, c'est vraiment bien. Ensuite, pour la créatine, avoir un impact sur les fonctions cognitives, mémorisation, concentration, mémorisation et fatigue. Donc pour le système cognitif, c'est très bien. Et les dernières études tendent à montrer que même des supradoses sont très intéressantes pour lutter contre la fatigue. Si on a mal dormi, ça peut compenser. Les études, elles ont été faites, on a fait faire des tests de QI et, et, et l'étude, elles ont montré, il faudrait regarder, je crois que c'est les Allemands qui ont fait ça, qu'avec des supradoses, alors théoriquement, par exemple, si tu dors pas de la nuit, tu fais des tests de QI, toi en fait, en gros, bah, tu auras des moins bonnes capacités. Et avec une prise de créatine à forte dose, eh bien, ça a annulé le manque de sommeil. Donc du coup, tu gardais les mêmes capacités cognitives. Donc pourquoi pas. Je crois qu'il y a des études qui montrent que ça peut être intéressant pour Alzheimer. Il faudrait vérifier ça. Bon, de toute façon, c'est quelque chose qui est, je crois que c'est la molécule la plus testée dans les compléments alimentaires depuis des années. Donc on sait que c'est pas dangereux, à condition que c'est une créatine plutôt monohydrate avec un label Créapure. Et du coup, on sait que ça fonctionne bien. D'ailleurs, la mauvaise pub de la créatine, elle vient de plusieurs choses. C'est qu'on confond la créatine avec la créa quand on fait des tests sanguins, qui n'ont rien à voir, et que beaucoup de sportifs ont donné une mauvaise presse à la créatine parce que la plupart des sportifs, en particulier au foot dans les années 90, en Italie en particulier, étaient tous dopés. D'accord, c'était comme ça, c'était comme les Allemands dans les années 70 ou avant, ils prenaient tous des molécules, des stéroïdes à ce moment-là, au JO. Bon, et en fait, les athlètes à ce moment-là,
On leur disait, mais comment tu as fait pour avoir des gains musculaires aussi incroyables? Votre équipe, elle est au-dessus, physiquement, etc. Et les mecs, ils disaient, bah, c'est à cause de la créatine. Tu sais, et en fait, c'est pas du tout à cause de ça. Donc, en fait, on a pensé. Après, ils avaient des problèmes de santé. Il y a plein de gens aussi qui ont eu des problèmes de santé. Et du coup, ils ont dit que c'est la créatine, mais c'est pas du tout la créatine. C'est des produits dopants à haute dose qu'ils prenaient. C'est un peu comme. J'ai vu deux trucs passer là. Dernièrement, ça m'a fait rire, mais c'est toujours la même histoire. Il y avait un joueur de tennis, il y a quelques années, il avait dit qu'il avait eu un rapport avec une femme en boîte de nuit. Et ensuite, c'est pour ça qu'il était, qu'il prenait, la femme prenait apparemment un anti-inflammatoire stéroïdien, quelque chose comme ça, et que ça, c'était pour ça qu'il avait été testé positif parce qu'il avait un rapport intime avec cette personne-là, toi. Ouais, il y a toujours des excuses un peu bidons. Dernièrement, j'ai vu une femme, une athlète, je sais plus dans quel sport, c'est une black, je crois, une métisse américaine, bon, peut-être MMA, tout ça, qui a été testé avec une testostérone 4 fois comme un homme, comme un adolescent, et qui a dit que c'est parce que je sais pas ce qui s'était passé, son mari est bodybuilder, et donc du coup, une histoire comme ça, quoi. Peut-être que c'est trompé de seringue en glissant dessus, ou parce qu'elle a eu des rapports sexuels avec, avant sa compétition, et ben voilà, toujours des trucs un peu bizarres. Donc c'est pour dire, la créatine, il n'y a pas de problème à en prendre. Est-ce que s'il y a une plus-value à en prendre? Oui, quand tu t'entraînes sérieusement, si tu as les moyens d'en prendre régulièrement, c'est intéressant pour ta santé. Est-ce que je le recommande à des gens qui débutent, qui ont moins d'un an de pratique? Non, parce que je pense qu'il faut mieux garder son argent pour bien manger et prendre des compléments alimentaires qui auront plus de plus-value sur ta santé, comme par exemple la vitamine D, des oméga 3, qui auront plus on va dire un spectre pour la santé supérieur à la créatine. Voilà. Bon, du coup, c'est pas mal. Euh, Ah oui, si, une dernière question. Je crois que c'était Cindy qui me l'avait dit ça. Parce que des fois, vous me dites des trucs, mais je le note, parce que ce que vous me dites, c'est hyper important. Donc je le note, parce que comme ça, après en live, on peut en parler. Parce que la question qu'on m'a posée, bah, en fait, tout le monde se la pose après. Et en plus de ça, comme ça me permet aussi d'avoir des sujets de live, de réel ou de podcast. Alors, quand tu te transformes, Cindy, je crois que c'est toi qui m'as dit, quand tu te transformes, certaines personnes autour de toi vont mal le vivre, et c'est toujours, et c'est ah ouais, et c'est pas toujours contre toi. Ouais, pourquoi? Ouais, c'est ça, si. Ok, oui, ouais, c'est toi. Ok. Et alors, ouais, quand tu te transformes, enfin, quand tu perds du poids, on va dire, que tu commences à être en meilleure santé, autour de toi, les gens, ils vont mal le vivre. Alors, moi, j'avais expliqué 3 trucs. Le premier problème, c'est que ton évolution, elle renvoie bah, souvent aux autres leur propre échec. C'est que toi, ça y est, tu es passé à l'action. T'as pas fait que regarder les coachs sur Internet ou regarder la salle de sport. T'as vraiment été à la salle de sport, t'as pris ton abonnement, t'as pris quelqu'un pour t'aider, voilà, enfin bref, t'es passé à l'action. Et eux, en fait, ils voient bien qu'eux, ils sont toujours dans le même process, hein, ils passent pas à l'action. Donc ça, c'est problématique pour certaines personnes, mais dans tout, hein, dans tout. Même dans le travail en général. Ensuite, il y a les personnes qui sont bienveillantes, comme ta maman, et qui s'inquiètent vraiment pour toi. Parce que depuis tout petit, on me le dit, tu étais quand même la personne qui mangeait bien à table, toi, sympa quoi. Le, la personne qui fait plaisir à table, etc. Là, je parle pour les hommes, souvent on pense que c'est bienveillant, mais quand on dit à un gars au rugby, t'es le petit gros, t'es le plus sympa, t'es sympa et sympathique, ça, en vrai, c'est pas très bienveillant, hein. Mais en fait, en gros, bah voilà. Donc dès que toi, du jour au lendemain, bah, t'es plus le petit gros bien, qui mange bien à table et qui mange des rillettes au rugby, bah tout de suite, bah, on s'inquiète quoi. Donc ça, c'est une deuxième personne. Donc celle qui, ça leur envoie leur propre échec, c'est pas ta faute, c'est pas leur faute, mais ça leur fait mal. Les deuxièmes, celles qui s'inquiètent vraiment pour toi. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as un cancer, etc. Hein, Cindy, je crois que c'est ce que tu m'avais dit. Les gens, ils avaient dit ça. Alors, ce que je t'avais dit, c'est leur intention, elle n'est pas mauvaise, mais ils comprennent toujours pas ton objectif. Et enfin, ceux qui n'acceptent pas ton changement, ceux qui préfèrent l'ancienne version de toi parce qu'elle les rassure davantage. C'est ce que je t'avais dit. Est-ce que c'est bien ça? Je te l'avais dit à l'oral et je l'avais noté parce que j'étais inspiré ce jour-là. Alors, je t'avais dit, ouais, tout à fait. Ok, je t'avais dit pour avancer, il faut apprendre à prendre du recul avec les deux types de personnes, celles qui se peignent constamment sans jamais changer, ah oui, et celles qui te disent que tu étais mieux avant, dès que tu évolues. Il faut faire attention, ouais. Ça c'est de façon générale. C'est vraiment pour que vous réussissiez. Allez, à être une meilleure version tous les jours dans tout ce que vous faites.
Il y a des gens qui vont pas vous aider. Donc c'est les pessimistes, les victimes permanentes, les procrastinateurs qui finissent souvent par ralentir ceux voilà, qui sont autour d'eux. Il n'y a pas de problème, hein, ça peut être notre entourage, on les aime, hein, c'est pas de souci. Mais par contre, si demain tu veux lancer un super projet, franchement, c'est ton objectif de lancer ta boutique, lancer ton restaurant, lancer ton activité, lancer même ton accompagnement, je sais pas, pour aider quelqu'un dans un problème que tu as déjà eu et tu as envie de les aider parce que et que tu vas avoir que des pessimistes autour de toi, ça va te miner, tu vas pas te lancer, tu vas passer à côté de ta vie, quoi. Enfin, à côté du rêve de ta vie, hein, parce que potentiellement. Ok? Ouais, c'est ce que je pense. Ça ne concerne que moi. C'est ce que je pense moi. C'est pas la vérité peut-être, hein. Mais moi, c'est ce que je pense. Et c'est ce que je vois en fait dans mon métier au quotidien. Et ce qu'on me dit les gens, ce que me disent les gens qui réussissent. Et s'il me dit, bah du coup là c'était ton exemple à toi. Ok, eh ben, c'est pas mal. Je pense qu'on va en rester là parce qu'on a fait 1h15. Je vous souhaite bah, à tous une bonne fin de soirée. Là, sur ce long week-end, je ne sais pas si vous travaillez demain. En tout cas, c'est bien ces week-ends. Ça permet de se ressourcer et de s'entraîner. Profitez de ces week-ends pour bien faire vos courses, bien préparer vos repas. Comme ça, quand la semaine elle va recommencer, vous ne serez pas dans le stress. Sous la pluie. Ouais, sous la pluie, bah, je sais pas, je crois qu'il fait mauvais toute la. Ouais. Tu vois, ce qu'on disait, ça revient à toujours, hein, à ce qu'on disait au début, c'est l'été. Bah, l'été, tu perds plus de poids parce que tu vas marcher. Et là, il pleut. Bah, pendant 4 jours, tu bouges beaucoup moins. C'est clair. Donc, c'est clair que pendant 4 jours, comme tu perds, tu sors moins. Si tu es dans un pays où. D'ailleurs, on faudrait presque voir s'il y a une étude qui existe au niveau de l'INSEE, si les gens du Nord sont plus en surpoids que les gens du Sud, qui ont de la chance d'être, sortir, sortir se promener plus facilement près de la mer. C'est agréable. Sous la pluie, c'est moins agréable. J'ai rien contre les Bretons. Les Bretons, après, ils me disent, en plus j'aime bien. En plus, j'ai travaillé dans le Nord. J'ai travaillé à Lille et à Dunkerque quand j'étais étudiant en stage de fin d'études. Donc, j'ai adoré la région, mais d'y habiter, il pleut tout le temps, hein. Il pleut quand même beaucoup, je pense. Et donc, est-ce que les gens on va dire pas le Nord, parce que le Nord, je crois que c'est un peu à part, mais on va dire juste la Bretagne, où il y a aussi où on peut exclure le côté économique et social. Économique, parce que l'économie, ça joue vachement dans la santé. Un pays riche va être en meilleure santé, une région riche, une ville riche va être en meilleure santé. Je sais pas, peut-être. Peut-être que si tu veux être en meilleure santé, le sud de la France, avec le soleil, c'est mieux. Bah déjà pour la vitamine D, ça on le sait. Mais si on exclut la vitamine D, je sais pas. Parce que par contre, les gens, j'ai des amis normands, il y a Jérémy, et là Violaine qui était là. Les Normands c'est quand même un peuple très très sympa, quoi. Enfin, très accueillant aussi, toi. Même le Nord, très accueillant, très convivial et peut-être moins stressé. Et peut-être qu'au final, quand on sait que le stress c'est très favorable au développement des maladies, voilà de quoi on diverge un peu. Mais dans ces pays, peut-être qu'ils sont moins stressés et qu'ils vivent, ils sont moins stressés et du coup ils vivent en meilleure santé. Si vous avez quelque chose à rajouter ou à poser une dernière question, c'est ok. Sinon, je vous dis tous une bonne soirée, profitez bien. Allez, bonne soirée à tous. Ciao!